C'est la question que tout le monde se pose depuis samedi soir. Est-ce que Monsieur Thomas Pinal a pris la porte de sortie face à Cyril Gane? Et c'est vrai que tout le monde a son avis. Il y a des avis qui comptent évidemment plus que d'autres. Quand vous voyez des Prochaska qui sont en mode bon bah en fait si j'ai un poke dans un œil, il m'en reste un, donc nickel, je peux continuer. Donc, lui on le croit, il n'y a pas de problème. Exactement, des BSD, d'autres un peu plus surprenants hein, comme les cartons. Il faut que je m'achète des cartons rouge pour Aljamain Sterling qui jette aussi sous le bus Monsieur Thomas Pinal. On se souvient tous hein, de la manière avec laquelle il a gagné son premier titre avec un jeu d'acteur. Là les gars, il n'y a même pas de question possible hein. C'est vraiment Oscar, il met une vitesse à Leonardo DiCaprio. Donc voilà, on va se poser la question sur les deux types de combattants, parce que c'est vrai qu'il y a Thomas Pinal qui rejoint plutôt José Aldo peut-être dans son approche un petit peu plus sécuritaire dans l'avant-combat, mais surtout les Georges Saint-Pierre de ce monde, et de l'autre côté les guerriers, les bonhommes comme on les appelle, qui eux sont littéralement prêts à absolument tout et dans n'importe quelle condition pour mener à bien les combats. Russ, je pense qu'on a été exhaustif sur cette introduction. Ouais, c'est ça. Et vraiment, j'ai hâte qu'on en parle parce que il y a effectivement ça. Et pour résumer, c'est un peu la citation de Dan Hardy qui dit en fait, il y a des combattants, des guerriers, et il y a des mecs qui sont des athlètes, artistes martiaux. Et lui faisait une différence. Et on va voir, c'est pas comme s'il y en avait un qui était beaucoup mieux que l'autre. Hein. On va voir pourquoi. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. La nuance est évidemment grande, Russ. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais surtout il y en a un qui plaît plus aux fans que l'autre. En fait, c'est ça. En fait, pour résumer là, pour commencer ce podcast, la raison pour laquelle il y a ces deux types de profils, c'est parce qu'en fait, on l'a vu vraiment, ça fait une vingtaine d'années maintenant, et la raison pour laquelle, disons une quinzaine comme ça, on est sûr, c'est parce que là, en recherchant pour ce podcast, je suis tombé sur une vidéo de Georges Saint-Pierre qui date d'il y a 16 ans. Sur YouTube, elle date d'il y a 16 ans, donc c'est peut-être un peu plus vieux, où en gros, il venait de regagner son titre contre BJ Penn. Et pour ceux qui se souviennent, en fait, à cette époque-là, Georges Saint-Pierre, qui est aujourd'hui un des GOAT, si ce n'est le GOAT, et ça, je pense que personne ne le nie. Et bien, à cette époque-là, ça suffit. Et ben, à cette époque-là, il faut se souvenir qu'il y avait eu un premier combat contre BJ Penn qui était une décision partagée. Le combat était extrêmement serré. Et à la suite de ce combat, il y en a beaucoup qui disaient que Georges Saint-Pierre avait un peu joué de manière hyper sécuritaire, alors que BJ Penn, c'était vraiment le guerrier qui voulait aller vers la finalisation, qui voulait faire avancer le combat, etc. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord du tout avec la décision et qui disaient franchement, Georges Saint-Pierre, mentalité de mec qui abandonne. Et il y avait aussi le fait que lors de sa première défense de titre contre Matt Serra, Georges Saint-Pierre s'était incliné, il avait pris un coup derrière l'oreille, il avait perdu son équilibre. Matt Serra ensuite lui a mis du ground and pound et Georges Saint-Pierre avait tapé au sol pour que le ground and pound s'arrête. Et à ce moment-là, il y a 16 piges, Georges Saint-Pierre, une partie des fans et des gens disaient que Georges Saint-Pierre était un lâche et que c'était un mec qui abandonne. Et en fait, c'est sa réponse, je vais vous la lire maintenant, et c'est ça qui nous a donné envie de faire ce distinguo entre les guerriers dans l'âme et les gars qui sont potentiellement des génies du combat, mais pas forcément des mecs qui sont prêts à aller jusqu'au bout, qui vont voir le truc de manière un peu plus safe, mais on pourrait dire finalement intelligente pour leur santé. La citation de Georges Saint-Pierre en réponse aux accusations de « tu es un lâche », c'est ça. Beaucoup de gens me reprochent d'avoir tapé quand je prenais le ground and pound, mais le truc c'est, quand tu es pris dans une soumission, dans une clé de bras par exemple, moi je préfère taper, mais revenir plus fort la prochaine fois, plutôt que de ne pas taper, me faire casser le bras et de ne plus jamais avoir mon bras à 100%. Là c'est pareil, je savais que j'étais foutu, donc là il parle là où il a tapé contre Matt Serra. Je savais que j'étais foutu, j'avais perdu tout équilibre, je savais que j'allais me faire mettre KO, je ne voulais pas perdre conscience et avoir des dommages au cerveau pour le reste de ma carrière. Donc j'ai préféré me dire, je reviendrai une autre fois. Beaucoup de gens disent que je suis un lâche, un mec qui abandonne, mais je ne suis pas un mec qui abandonne. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où je suis, et mon parcours pour devenir champion le prouve. Et c'est vachement intéressant parce que ça, en fait, dans le combat qu'il a fait ensuite, je crois, contre Dan Hardy, où pendant la promotion d'avant-combat, Dan Hardy avait dit:
pour moi, Georges Saint-Pierre n'est pas un guerrier, c'est pas un combattant, c'est un athlète et un artiste martial. Et bah, en fait, pour moi, il a raison dans le sens, un mec comme Benoît Saint-Denis, un mec comme Dustin Poirier, un mec comme Jiri Prochaska, c'est des chiens de guerre. C'est des mecs qui ont ça, enfin, que ce soit par je sais pas, ça peut être leur éducation ou juste la manière dont ils voient la vie en général, leur philosophie de vie. C'est vraiment des mecs qui sont prêts à mourir dans la cage. D'ailleurs, Dan Hardy avait dit que lui, avant chaque combat à l'UFC, il écrivait un testament parce que dans sa tête, il allait potentiellement mourir dans la cage. T'as des gars comme ça. Et d'ailleurs, dans le combat contre Georges Saint-Pierre, il avait pris une clé de bras à un moment, il a refusé de taper. Je ne sais même pas à ce jour comment est-ce que son bras n'a pas pété, tu vois. Eh ben, ça, c'est vrai et c'est réel. Et tu vois, de voir ça, eh ben, je pense que Thomas Spinal n'est pas de ces gars-là. Je pense qu'effectivement, Thomas Spinal, c'est pas un mec comme les gars qu'on a cités. J'ai Prochaska qui explique que même avec un seul œil, il y va parce que c'est comme ça la voie des guerriers. Bah, je le crois, la preuve est dans le pudding, il l'a fait plusieurs fois de Jiri, c'est un malade mental, mais c'est un guerrier, et c'est ce qui fait, comme tu l'as dit, qu'on kiffe regarder ses combats, c'est parce qu'on sait tout ce qui est en jeu pour lui, et que ça va presque au-delà du sport. Eh ben, tu vois, oui, non, je ne pense pas que Thomas Spinal soit un mec comme ça. Bah, effectivement, un mec comme Thomas Spinal, alors, il garde un mental qui est largement supérieur au commun des mortels en termes de bagarre. Enfin, là, c'est même pas une question, c'est-à-dire que le mental qu'il faut pour être un combattant professionnel et à plus forte raison un champion du monde, puisque ça suppose de s'entraîner d'une manière que les autres ne font pas, c'est-à-dire que même les autres combattants dans ta discipline et dans l'organisation où il y a les meilleurs du monde ne s'entraînent pas comme toi, et donc c'est un être humain hors du commun, même au niveau de sa mentalité, Thomas Spinal, mais par contre, ça n'exclut pas non plus, effectivement, que ce soit pas un mec qui ait la mentalité d'y aller jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive et quoi qu'il lui en coûte physiquement au cours du combat, comme ne le sont les guerriers qu'on a cités plus tôt. Le son est incroyable, j'étais choqué avec tout ce que tu as dit. Changé, oui, ouais. Mais oui, mais je te rejoins complètement et c'est là la vraie question et la question qui est difficile la réponse aussi qui est difficile à entendre par une partie des fans, c'est que oui, Thomas Spinal potentiellement et visiblement n'est pas un de ces gars-là. Et évidemment, quand vous êtes fan, vous avez envie de voir un mec comme BSD qui, après le premier round contre Moïcano, en mode, en fait, il y a pas de problème, et même fin du deuxième round, enfin, je vois tout ce qui se passe, il y a pas de souci. On adore ça, ça. Mais c'est vrai que pour la pérennité de ta carrière, pour ta vie en dehors du combat, tous les jours, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est mieux d'être un Thomas Spinal ou un Georges Saint-Pierre. Et bon, j'ai envie de dire la preuve est dans le pudding. Aujourd'hui, Georges Saint-Pierre, alors qu'il a pris sa retraite depuis maintenant 8 piges, bon, bah, il est toujours très bien et malheureusement, un BJ Penn qui était son adversaire ce soir-là, ça se passe beaucoup moins bien pour lui. Parce que dans l'instant T, faut peut-être pas uniquement se dire, bon, bah là, il faut que je finisse le combat coûte que coûte. Donc c'est vrai que, et surtout que tous ces combattants-là, la plupart, tu vois, même un Tony Ferguson, qui sont aussi des favoris des fans pour ces raisons-là, on se souvient quand il ne tape pas contre Charles Oliveira, là aussi, il y a eu pas mal d'extra sportif qui s'est mis en travers de sa route à Tony Ferguson. Donc c'est là que c'est très compliqué, c'est que on veut tous des gars et regarder des mecs combattre qui sont comme les Prochaska, comme les BJ Penn, comme les Tony Ferguson, mais malheureusement c'est très difficile de conseiller ça à un athlète. Bah en fait c'est ça, et c'est pour ça que là ce qui fait chier c'est que dans toute la débâcle de Thomas Spinal, moi je reste bien évidemment convaincu qu'il a fait le bon choix. Mais la com est tellement désastreuse là qu'ils sont en train de mettre en place là le fait que ce soit Andy Aspinall, le père de Thomas Spinal, qui ait fait l'interview et pas Tom, que il explique que je sais plus quelle est la citation exacte par rapport au nez pété, donc visiblement il avait effectivement le nez pété. Il dit à propos de ça, est-ce que donc il disait à son fils Tom, savais-tu que tu t'étais cassé le nez? Il m'a dit non, je pensais que c'était de la sueur puisque Tom se casse souvent le nez. En fait, le problème c'est que la com d'après-combat qu'ils ont, je trouve, est un peu désastreuse, tout comme, tu sais, le vlog qu'ils ont fait. Tu vois, on discute beaucoup avec Ben des savons Onae, et Ben, lui, il est saoulé parce qu'il dit, mais j'ai vraiment, enfin, il dit pas j'ai l'impression, il dit c'est du cinéma. Il a l'impression vraiment, lui, qu'on voit Tom faire du cinéma devant la caméra, qu'on le voit surréagir à des trucs, etc. Et le problème, en fait, c'est que, pour moi, je suis pas d'accord parce que je me dis, en fait, si vraiment il a un truc à l'œil, et que c'est un truc, c'est comme un coup dans les couilles en fait. À partir du moment où tu ne sais pas si tu as des dommages long terme à tes parties génitales ou à tes yeux, en fait, je mets un peu différemment le côté surréagir.
Je pense qu'on surréagit tous si tu sais pas quel va être l'état de ton œil à Ou long terme. juste si tu ne vois pas. Hein. Ou juste si tu ne vois pas. Donc en fait, pour moi, le côté, il dit non, il est pas comme ça normalement, Thomas Spinal. Tu m'étonnes. Néanmoins, là où je suis d'accord, tu vois, c'est que le fait que le caméraman du vlog force un peu, tu vois, la main du docteur à Abu Dhabi ou à Dubaï pour lui dire, mais du coup, il a bien fait, hein, il a bien fait d'arrêter le combat. C'est vrai que ça, c'est un peu un maladroit aussi à mon sens, puisqu'on sent que c'est un peu forcé, qu'il essaye de faire dire des choses aux médecins. Donc pour moi, ça, c'est encore autre chose. Le fait que la com soit pas désastreuse, mais très mal gérée de la part du coin Spinal, ce qui n'aide pas du tout son cas, et ce qui n'aide pas du tout les critiques qui disent qu'il a abandonné, qu'il cherchait une porte de sortie. Mais ça n'empêche pas que, tu vois, là, si dans quelques années, tu vois, si là, Thomas Spinal revient, si jamais, ce qu'on souhaite, nous, c'est que Cyril prenne la ceinture, mais ouais, Et même lui, c'était juste pour être complet là-dessus, même lui, il a dit, Thomas Spinal, je ne ferai pas comme Michael Bisping à combattre ouais, avec un seul œil. Donc il a même dit qu'il n'était pas, enfin, il a pas dit textuellement, je ne suis pas comme les Prochaska, comme les mecs de ce monde-là, mais lui ne prendra pas ces risques-là non plus. Et il a dit ça après le combat, entre guillemets, quand c'était un petit peu redescendu. ouais, c'est ça. Et il a pas dit je suis comme Prochaska et machin, mais par contre, il a prononcé les mots je ne suis pas comme Michael Bisping. Michael Bisping qui a perdu son œil et qui a continué de combattre, aucune chance que ce soit moi. Donc ça, c'est pareil, c'est comme... D'ailleurs, c'est vraiment marrant les parallèles avec Georges Saint-Pierre. Enfin, c'est marrant. Thomas Spinal a dit que Georges Saint-Pierre était une de ses plus grandes inspirations. Donc d'où le fait qu'il n'ait pas de mal à avouer qu'il a peur avant les combats, Thomas Spinal, à avouer des choses comme ça, comme moi je suis pas fait du même bois que Michael Bisping, etc. C'est aussi ce qui le rend humain et c'est paradoxalement ici, là il prend la foudre surtout du public français, une partie aussi du public anglophone, mais il y a l'autre partie du public anglophone qui est vraiment, c'est très polarisant, qui est vraiment à fond derrière lui. Mais c'est aussi ces aveux-là qui font que les gens ont plus tendance à se dire ah ouais, le mec est prêt à abandonner, déjà regardez, il a peur avant les combats et machin. Mais donc, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que dans plusieurs années, à la manière de Georges Saint-Pierre, si Thomas Spinal revient, et donc revient là, effectivement, les, il n'y a pas l'air d'y avoir de dommages de long terme. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, Andy Aspinall a dit qu'ils avaient fait un nouveau rendez-vous pour les yeux dans un hôpital près de Manchester et que le spécialiste des yeux leur avait dit non, là, c'est vraiment pas bon, c'est très mauvais signe, qu'il n'arrivait pas à voir, etc. Bon, pour me faire l'avocat du diable et pour reprendre ce que me disait Ben quand on avait la discussion ce matin, Ben disait mais en fait, le problème, c'est que Thomas Spinal, il dit ce qu'il veut. C'est vrai aussi, tu vois, restons ouverts, c'est vrai aussi. Moi, j'ai quand même tendance à croire Thomas Spinal, mais restons ouverts, ok, c'est vrai. Mais dans plusieurs années, si jamais Thomas Spinal revient, qu'il a smat Cyril en 2 minutes parce qu'il est en mode je voulais faire durer le combat parce que je voulais tester le cardio et montrer à tout le monde, là je viens pour l'annihiler en 2 minutes, vous allez voir, et qu'il le fait à la manière de Pereira en KLF2, en fait, je pense que les gens seront un peu forcés de dire bon, le résultat est dans le pudding, quoi. Et même peu importe comment se passe le combat, parce que ça, tu vois, j'y repense de plus en plus. Oui, Cyril gagnait le combat, mais tu vois, là, on est pour moi dans une situation où Ilia Topuria contre Volkanovski. Ilia Topuria se prend un époque au premier round. On aurait tous dit, le mec était aux fraises, il était en train de se prendre une petite masterclass de Volkanovski. Bah oui, mais parce que c'est pas le même jeu. C'est que Volkanovski, il s'occupe de vous petit à petit, et au troisième, là, ça va très bien se passer pour lui. Ça s'arrête à la fin du premier round, on aurait tous dit, en fait, on a vu qu'il y avait des niveaux dans ce jeu et que littéralement Volkanovski a des années-lumière d'Ilia Topuria. Le deuxième round, en fait, là, il a trouvé sa distance, il n'y a plus de soucis, il arrive à le coincer et il y a un KO. Et Thomas Spinal, dans la vidéo justement qu'il a sortie, on voit que son père Andy, ils sont pas du tout dans la construction globale, ils sont en mode, surtout quand tu l'auras touché, ne fais pas n'importe quoi, faut que tu le finisses. Il y a même pas de on va commencer par faire ci, par faire une approche à la Cyril Gane. Et le truc, c'est qu'il continuait de presser. Oui, il se prenait des coups, mais c'était plus serré que sur le papier ou que les gens qui sont pas forcément objectifs dans l'analyse du combat. Oui, Cyril gagnait, mais c'est pas non plus comme si Thomas Spinal était complètement aux fraises dans ce choc. Et puis, disons, la semaine d'avant le combat, il y a eu Baki Zebo où, pendant les 3 premiers rounds, masterclass de Baki, et au 4e round, Zebo renverse la vapeur, s'adapte, trouve les adaptations qu'il faut et met KO Baki. Si jamais il y avait eu un high poke à la fin du 2e round et que Zebo avait dit bah non, je veux conserver mes yeux, j'arrête, tout le monde aurait dit c'est parce qu'il était en train de se faire poutrer et le mec est un lâche. Bon, là, il n'y a pas eu ça et il a fini par gagner au 4e. Donc, c'est ça le MMA aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça évolue, puisque maintenant, effectivement,
voilà, je mets Thomas Spinal dans cette case de il ne sera probablement donc jamais, il n'a pas ça en lui, mais c'est pas en mode c'est un lâche, hein. Il n'a pas ça en lui d'être un gars qui donnera sa vie dans la cage, comme tous les gars qu'on a cités auparavant. C'est un gars qui aura une approche cérébrale du game, calculée, où il pense aussi à sa santé après sa carrière, pendant qu'il est en train de combattre et pour prendre ses décisions. Ça fait pas forcément de lui quelqu'un qui a peur de Cyril Gane, en tout cas à mon sens, hein, qui a peur de Cyril Gane, mais c'est simplement, il se dit, bon, je suis compromis par un truc qui était en plus un truc illégal, mais c'est surtout, je pense que je suis compromis, ma ceinture est en jeu, si je continue, je vois rien, je suis face à un mec qui m'envoie des flashballs à toutes les 30 secondes, qui me pète le nez. Oui, la décision, elle est rationnelle. Là, je sais pas s'il y pensait à ce moment-là, mais vu que c'est un high poke, soit c'était un no contest, soit c'était peut-être une disqualification, mais ça on l'a jamais vu à l'UFC. Même les high poke, enfin les mecs sont jamais disqualifiés. Leon Edwards c'est pareil, hein, il n'a pas été disqualifié, c'était un no contest pour l'espèce de outre là de phalange macédonienne qu'il a rentré dans l'œil de Belal. Là encore c'était un no contest, c'était pas une disqualification. Donc oui, je pense qu'il y a eu tous ces calculs et que c'est un mec Thomas Spinal qui pense à sa santé avant de penser potentiellement à finir un combat. Pour moi, ça fait, comme le disait Georges Saint-Pierre, et pour que ça fasse le full circle, ça fait pas de lui un lâche, ça fait juste de lui un mec qui est dur au mal dans la vie de tous les jours, pas aussi dur au mal que des mecs qui sont des chiens de guerre comme ceux qu'on a cités. Il garde un mental 100 fois plus rugueux que nous, êtres humains normaux, mais un peu moins que ces mecs-là. Et tu vois, tu citais José Aldo, et pour qu'on fasse la boucle complète, José Aldo, la raison pour laquelle on l'a cité dans tout ça, c'est que José Aldo, il était connu, par exemple, pour ne pas venir dans ses combats et ne pas combattre le jour du combat si sa préparation ne s'était pas bien passée. S'il y avait une petite blessure, enfin pas une petite, mais disons une blessure quand même conséquente en camp d'entraînement, tu as des gens comme Francis Ngannou qui vont quand même au charbon contre Cyril, tu as des gens voilà, qui sont capables de, même malgré les blessures, de se dire que Conor McGregor était connu pour ça aussi, avec ses genoux et machin, de se dire bah oui, je suis compromis, mais j'y vais parce que je suis un guerrier, machin. José Aldo, champion pendant 10 piges au WEC puis à l'UFC, légende et un des GOAT de la catégorie featherweight, lui n'était pas comme ça. Est-ce que ça fait de lui un lâche? Je pense pas, mais comme dit Georges Saint-Pierre, ça fait de lui un... mais comme dit Georges Saint-Pierre, ça fait de lui un mec qui veut que ce qu'il laisse au sport, ce soit une vraie legacy. Il veut devenir l'un des meilleurs de l'histoire du sport. Et il est moins dans cet état d'esprit samouraï de je ne pense même pas à l'après, je pense juste à je suis dans le vide spatial, il y a moi et mon adversaire, il n'y a pas un truc qui se passe après, il n'y a pas de ceinture, c'est moi qui dois annihiler mon adversaire, quoi qu'il m'en coûte, et même ma santé. C'est pour ça que cette situation est vraiment, je trouve, intéressante sur la suite et sur les décisions ou non que l'UFC va prendre, c'est que t'es dans le basket, dans le football, évidemment, ou au tennis, tout le monde comprend, il y a des forfaits, les mecs, ils ont des pépins où de base on voit que ça a pas l'air d'être évident que le gars s'est fait une grave blessure, ils font le signe, on change, il y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que là, le MMA, les gens vont voir ça aussi, ils vont voir des gars où tu mets de côté tout ce rationnel et puis tu vas de toute façon au charbon quoi qu'il arrive, ou comme même, voilà, Baki qui se fait les croisés, qui va quand même combattre, c'est ce que les gens ont envie de voir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où t'as des trucs qui reviennent de Baki qui explique, en fait j'avais les croisés, tout, tu fais ouais non mais ça va pas du tout avec ce sport-là et ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que là, le cas Thomas Spinal est vraiment intéressant. Et en plus aussi, je pense, et ça participe évidemment à leur communication désastreuse, c'est, et on le voit, que ce soit Manon Fiorot, là, qui a commencé à en parler de l'après-combat contre Valentina Shevchenko, Francis, la première fois qu'il a perdu contre Miocic, tu vois, quand t'es un monstre comme ça, comme les Thomas Spinal, comme les Manon, comme les Francis, ou physiquement, les gens s'imaginent que t'es absolument indestructible, insubmersible. La première fois où tu te prends un stop, et même là, si là, Thomas Spinal, c'est un stop, enfin, je veux dire, il y a pas de défaite, mais en tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est très très dur pour eux de gérer ça, et tout le monde leur tombe dessus, même si, t'as des choses qui s'expliquent, je veux dire, Manon, elle perd 3 rounds à 2, Francis, il perd contre l'un des plus grands de tous les temps à cette époque-là, et là, pour Thomas Spinal, il y a un no contest, mais je pense que t'as ce truc-là qui est vraiment la relation avec les fans qui, brutalement, et aussi avec Dana White, à part pour Manon, où les cas de Tom et de Francis, il y a eu un avant-après première défaite assez hardcore,
où pour eux c'est vraiment très compliqué de passer, vous êtes le chouchou des fans, le chouchou du boss, à bon là on va lui montrer un peu qui est qui, et jusqu'à son prochain combat ça risque d'être un peu plus compliqué, ou alors beaucoup plus partagé dans les avis. Et c'est pour ça à mon avis que Thomas Spinal, ayant sa propre plateforme avec sa chaîne YouTube, fait peut-être un peu trop de dribble de trop. Et tu vois, et ce qui est marrant, là j'y pense, mais ce qui est marrant, c'est quand même que Cyril était un peu dans la même situation par rapport aux fans. Il était le mec hyper décontracté, génie du combat, à qui tout réussit. Il y a eu le combat contre Francis, mais c'était serré. Et puis voilà, mais c'est surtout le combat contre John Jones où il a pris une tempête, un ouragan des fans qui donc ont commencé à dire. En fait, le mec est, enfin, grosso modo, il y avait beaucoup de ça, hein. Le mec est une fraude dans les commentaires. Il se fait fraude check en 2 Il s'est minutes pas par John entraîné, Jones. ouais, tout ça. Il s'est pas entraîné, etc. Et là, il y a une rédemption, puisque maintenant, enfin, c'est vraiment intéressant que maintenant, bah, les fans disent, après ce combat contre Thomas Spinal, comme il était en train de dominer le combat, c'est parce que du coup, Thomas Spinal a fui. Enfin, Cyril Gane était en train de le poutrer, le nez pété, visiblement, ça c'est bien réel. Le fait qu'il domine les échanges, c'est bien réel aussi. Donc, il y a cette rédemption aussi. Mais et disons, c'est intéressant parce que c'est un peu arrivé d'une manière différente, mais à Cyril. Mais tu vois, par exemple, Cyril, si on doit le placer dans l'équation combattant versus athlète, eh ben, lui, je pense, c'est un des mecs qui fait partie des deux. Parce que, honnêtement, oui, c'est un athlète hors pair. Oui, c'est un mec dont le style, c'est pas un style de rentrer n'importe comment et aller à la bagarre. Et c'est pas Dustin, c'est pas Jiri, c'est pas BSD. Mais par contre, pneumothorax, quand il est au TKO, il continue, finit le combat, gagne quand même. Il se pète la main contre. C'était Tai Tuivasa ? Oui. Il se pète la main contre Tai Tuivasa, il continue, il met un uppercut de l'enfer, il gagne. Contre Volkov, il se pète 2 doigts de pied dès le premier kick, il continue, fait les 3 rounds, gagne le combat. Pour le coup, Cyril, on peut dire que lorsque contre John Jones, il fait une erreur dans la prise de décision, ça lui coûte le combat, puis aussi ses automatismes en grappling. Contre Francis, il fait une erreur en allant pour la clé de genou alors qu'ils sont en sueur et machin. Mais ça, c'est des décisions prises, lucidité, tout ce qu'on veut. Sur le fait que Cyril est un guerrier, ça, il n'y a plus de doute, effectivement. Parce que mais sinon, comme tu t'arrêtes. Hein. Mais comme il ne le verbalise pas, je pense que t'as ça aussi qui joue énormément dans. Et c'est ce qui est terrible. Et c'est pour ça que là, cette question-là et que Rusty a soulevé, hein, pour moi, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment une question aussi de perception, tu vois. C'est qu'on ne pense pas à ça directement quand on parle de Cyril Gane, et on en avait parlé dans l'avant-combat contre Thomas Spinal. C'est vrai que le nombre de personnes qui étaient juste, Cyril était éclaté au sol contre Volkov et qui avait complètement oublié le côté, le mec s'est pété le pied sur le premier kick, et forcément, hein, quand t'as le style de Cyril, c'est pas du tout la, puis même, je veux dire, globalement, n'importe quel mec, c'est pas du tout la même. Moi, ça m'a toujours surpris, sauf que, bah voilà, comme il est très détaché des réseaux et de la com, il va pas mettre ça en avant comme d'autres pourraient le mettre en avant, comme un Prochaska où aujourd'hui, oui, il y a ses performances sportives, mais aussi tout ce qu'il y a autour qui fait que le mec est devenu un combattant à part, bah forcément, ça joue un peu. Mais ouais. Non, vraiment, on va voir ce qui va se passer pour... Vas-y. Et puis après, pour être tout à fait à 100% complet, je pense que ce serait pas juste aussi, parce que là, pour Cyril, tout ce que je viens de dire, je le pense, mais par rapport à Thomas Spinal, on est obligé quand même aussi, je pense, de dire que on va voir dans le futur, et je pense, enfin, l'univers a quand même des manières marrantes de faire revenir les trucs, tu vois, enfin... Je suis curieux de voir, et je pense que ça arrivera, une situation avec Thomas Spinal similaire à une situation comme Cyril ou quoi, où il se pète un truc pendant le combat, et est-ce qu'il continue ou pas? Parce qu'en fait, je mets quand même sur un pied différent le fait que c'était quand même des doigts dans les yeux qui sont un geste illégal, ça touche les yeux, mais sur un coup qui était légal, c'est pas... On verra dans le futur, mais je pense que si c'était des droites qui avait fermé l'œil de Thomas Spinal, qu'il avait une balle de tennis sur l'œil, et qu'il voyait plus rien ou machin, ou qu'il s'était pété le pied, comme Walter Walker, tu vois, qui se fait péter le pied sur un low kick et qui continue et qui gagne et machin. On verra comment est-ce qu'il réagit dans ces cas-là. Après, il s'était déjà blessé contre Blades. Hein. Certes. Non, mais le truc, pour ça, on verra. Truc contre Blades, le nombre de mecs qui sont fait des fractures pendant les combats, et c'est littéralement après qu'ils s'en rendent compte. C'est vrai, mais à ça, je pourrais aussi dire
Carlos Condit, dont on sait que c'est un chien de la casse, un chien de guerre, sa mère, la grand-mère, bah, contre Tyron Woodley, il s'est passé exactement la même chose que là, Thomas Spinal contre Curtis Blades. Il met un kick, il se fait les croisés, il arrête immédiatement les cris de douleur comme Thomas Spinal. Donc en fait, on verra. Et l'avenir nous le dira, mais l'avenir nous dira est-ce que c'est un peu différent quand c'est pas des multiples doigts dans les yeux qui font que tu ne vois plus rien et tu sais que c'est un geste illégal, que ça n'a rien à faire là, et donc là forcément oui tu t'arrêtes et tu marques une pause, comparé à si tu te fais péter des trucs pendant le combat et que, ou fermer les yeux, ou machin, et que tu finis en choupa choups, et là, est-ce que tu continues ou pas? Pour moi, ce sont aussi deux choses différentes, tu vois, pour aller aussi quand même un peu à la défense de Tom, potentiellement. Ouais, puis il faudrait voir aussi comment évolue le sport, parce que c'est vrai que ce style-là, vraiment guerrier à l'ancienne, je sais pas si ça va aussi avec le sport qui essaye de se moderniser, où il y a toujours plus d'argent, et où forcément les gars représentent toujours plus de choses, et où pour l'instant, hein, l'UFC laisse faire sur beaucoup de choses, tu vois, mais si au bout d'un moment, ils se disent pas, bon, sur certains points de ce genre-là, on va plutôt aller dans un truc un petit peu jouer la sécurité comme ils le font dans d'autres disciplines, plutôt que de dire aux gars bon bah continue coûte que coûte et puis on va avancer quoi qu'il arrive, tu vois, et que on n'ait pas une petite brèche aussi qui s'ouvre de ce côté-là où l'UFC se dit putain là on a quand même j'ai pas d'exemple en tête mais tu vois, mais des gars qui auraient pas dû continuer leur combat et qui finalement et leur carrière elle a pris un sens qui était pas du tout prévu. Je sais pas si t'en as toi des exemples là. Ou même ouais non j'allais dire ou même des tests qui sont parce que je me souviens de TJ Dillashaw quand il a son dernier title shot contre Aljamain Sterling où le mec est littéralement blessé à l'épaule et ce n'était que l'ombre de TJ Dillashaw. C'est vrai que ça arrive quand même assez souvent. Je me souviens c'était quoi l'avant-dernier pay-per-view où t'avais un gars qui avait visiblement la main pétée aussi lors de la pesée et qui était pas du tout à la hauteur ou finalement que l'UFC reste sur un truc où là je voyais c'était Islam Makhachev qui disait qu'il était toujours il avait jamais été au-dessus de 60% quand il faisait un combat parce que t'as toujours des blessures, des choses comme ça ou être dans un truc où quoi qu'il arrive, les mecs ne peuvent pas être au top et faut faire avec. Et donc là, du coup, là, on cherche un exemple de potentiellement un mec qui se pète un truc, continue le combat et ça le poursuit le reste de sa carrière. Exactement, ouais. Ou alors, ou que ça a vraiment eu des conséquences assez terribles. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se passe bien parce qu'on parlait des problèmes d'Ipoke. Stipe Miocic, bon, il a eu... C'est ce qui a fait que la catégorie heavyweight était handicapée pendant autant de temps, mais à chaque fois il est revenu, et mine de rien aussi du côté de Stipe, il perd, donc la première fois il se prend un hypo contre Daniel Cormier, c'est en partie à cause de ça, mais parce que Daniel Cormier a très bien joué le coup aussi, il se fait mettre KO par DC, ensuite il est absent un an et à la revanche, ensuite à cause des hypos lors de cette revanche qu'il gagne, un an d'absence, et il gagne à nouveau contre Daniel Cormier, sauf que lors de la trilogie, c'est lui qui met un époque des enfers à DC qui avait l'œil complètement gonflé. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'incidence à proprement parler, puisque il est revenu, et ensuite il a eu son combat contre Francis, et contre John Jones pour finir. En fait, là, le premier exemple, mais ça marche peut-être même pas, qui me vient, c'est Rory McDonald après son combat contre Robbie Lawler. Parce que il a combattu contre Robbie Lawler, il est allé bien au-delà de ce qu'un humain normal peut supporter. Les deux d'ailleurs. Les deux. Parce que je crois qu'il se fait péter le nez au deuxième, un truc comme ça, Rory, et il continue. Et en fait, il n'arrête, je crois, au quatrième ou au cinquième, juste parce que là, ça devient... C'était déjà inhumain, ça devient... la douleur, c'est juste insoutenable pour un mec qui est déjà 1000 fois plus puissant mentalement qu'un être humain normal, donc c'est vous dire. Et après ce combat-là, ouais, non, ça a plus jamais été le même. En vrai, ça a plus jamais été le même. Parce que le combat qu'il fait contre Kane, contre Wonderboy, il y a aussi un peu de ça avec Tony Ferguson, avec son combat contre Gaethje. Mais là où c'est difficile, c'est que les gars se prennent pas ils se prennent beaucoup de dommages, mais t'as pas une blessure en particulier qui est visible. Tony Ferguson, c'est juste qu'il prenait la foudre et c'était de plus en plus compliqué, même s'il met un knockdown, je crois c'est à la fin du premier ou à la fin du deuxième, là, ou sur un uppercut. Mais tu sens que ça devient compliqué, mais c'est vrai que là, pour le coup, je vois pas un moment où tu peux arrêter le combat, en fait. Ouais. En fait, comme tu dis, le problème c'est que c'est difficile à dire parce que si c'était le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui fait que il continue le combat alors qu'il aurait pu arrêter et préserver sa santé et ensuite ça... Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, je pense aussi à Forrest Griffin, tu vois, qui... Lui, maintenant, son corps, c'est en ruine. Son corps à Forrest Griffin est en ruine, mais ruine totale. Et on le sait parce qu'il nous l'a dit littéralement de vive voix quand on était au FCPI il y a quelques années.
Et lui, typiquement, si je me souviens bien, Forrest Griffin, c'était le genre de gars à continuer un combat alors qu'il s'était fait péter la main. Je me demande si c'était pas contre Chuck Liddell. Et avec la main qu'il a de péter, c'était peut-être Rich Franklin. Mais il continue le combat et voire même il le met KO. C'était peut-être Rich Franklin, mais disons, en tout cas, maintenant, aujourd'hui, c'est un mec qui, Forrest Griffin, ne peut même plus, il peut à peine marcher correctement. Il a la moitié du corps où il a aucune force dans ses bras parce qu'il peut plus faire de sport comme il faut. Et ça, c'est pas forcément lié à un truc en particulier, peut-être un événement, même, je pense même pas qu'il le dirait, mais c'est la totalité de combats où peut-être il aurait pu, que ce soit dans sa manière de s'entraîner, si on veut faire référence à José Aldo tout à l'heure, ou que ce soit pendant les combats, de prendre les bonnes décisions d'arrêter au moment où tu sens que ta santé est potentiellement en jeu de manière irrémédiable, bah peut-être que c'est des choix qu'il a fait qui fait qu'aujourd'hui, il pourrait être comme Georges Saint-Pierre, qui a pourtant affronté les meilleurs de la planète toute sa vie, mais qui est encore en pleine possession de ses moyens, Georges Saint-Pierre. Bah non, c'est Forrest Griffin, tu vois. Et pareil pour tous les autres gars que tu as cités, que ce soit les BJ Penn ou les Tony. Affaire à suivre. Affaire à suivre de ce côté-là. Mais curieux parce que je pense que les médias, enfin personne ne va lâcher Dana White là-dessus. Et je pense que pour l'UFC, c'est pas non plus un bon truc que d'avoir l'angle d'une revanche pour un titre heavyweight, ce soit le hypo, si les deux, et je pense, enfin, ce sera un petit peu plus électrique, mais faut pas s'attendre à des sommets. Comme ça partira pas en trash talk, ce sera forcément le hypo. Comment vous allez faire, Dana, pour que ça ne se reproduise pas là lors de cette revanche? Il va y avoir beaucoup de choses. Et t'as vu, il y a pas mal de gens qui commencent à soulever des points, que ce soit de commencer à mettre des amendes en place, à dire que tu vas prendre des points de pénalité. Enfin, il y a pas mal de choses à faire avant de se dire on change les gants aussi. Donc là, non, ça va dépendre de l'UFC. C'est vrai, mais les réponses de Dana White, c'est on s'en bat les couilles à chaque fois. Exactement. Ouais, ce qui est très pareil. Là, ça fait partie des trucs. Cette posture, ça m'étonne beaucoup, mais bon. Là, c'est la première fois où t'as vraiment un cas qui handicape un combat d'envergure et qui peut aussi toucher le porte-monnaie de l'UFC. Donc il va peut-être prendre des petites décisions. Concernant des très bonnes décisions, les gars, c'est de passer chez NutriPure. Alors là, c'est made in France, c'est naturel, c'est bio pour les bars du Big Rusty. Les ingrédients, allez, petite lecture que les gens s'en rendent compte. Allez, c'est parti. Alors celle-là, c'est la choco vanille, les potes. Date, protéines de riz, amandes, noix d'Amazonie, noix de coco, beurre de cacao cru issu du commerce équitable, gousse de vanille bourbon issu de l'agriculture biologique. And that's it. Voilà, et là vous vous dites c'est trop beau. Bah non, c'est pas trop beau les gars, parce qu'avec le code La Sueur, vous avez moins 10% sur votre première commande et 10% qui sont cagnotés pour les prochaines. Bah oui, on est comme ça. Et on est tellement comme ça que on est chez Wicked One, que j'ai mis du raisin dessus, je suis tellement Oh non, pas du raisin. Ah, c'est terrible. Ah, je suis dégoûté. Bref, code La Sueur Wicked One. On est en mode lifestyle. T-shirt oversize. Code La Sueur. Moins 20%. J'ai vraiment le seum. J'adore ce t-shirt. Bref. Donc voilà. Et puis Holy Moly, les gars. Révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé. Boissons de réhydratation. Il y a des toutes nouvelles saveurs pour Halloween. Code La Sueur 10 pour votre première commande, moins 10€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 5, vous aurez... La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, La Sueur 10, moins 10%.